C'est l'ouverture de l'édition de l'information de ce jeudi sur A12. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Il a réclamé à corps et à cri, il est servi. Le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky, a le sourire large avec l'annonce par Washington et Berlin de l'envoi de chars Abrams et Léopard. L'homosexualité, un péché mais pas un crime. Dans une interview hier mercredi, le pape François a appelé à dépénaliser l'homosexualité. Enfin, l'Allemagne va déclassifier les documents sur l'attentat des JO de Munich en 1972. Les pressions israéliennes ont fini par payer. On y revient en cours d'édition. Démarrons avec cette information relative à la crise en cours entre la France et le Burkina. Paris a annoncé mercredi le retrait de ses troupes du Burkina Faso dans un délai de 2 mois, conformément à la demande de Ouagadougou. Les autorités burkinabées misent sur un sursaut patriotique des Burkinabés pour contenir l'insurrection djihadiste tout en appelant au soutien matériel de leurs partenaires étrangers. Série d'attaques à l'arme blanche ce mercredi en Allemagne et en Espagne. Dans le nord de l'Allemagne, ce sont 2 personnes qui ont été tuées et 7 autres blessées dans une attaque au couteau dans un train. Dans la même journée, un religieux perdait la vie et un second se faisait blesser dans une autre attaque similaire contre une église au sud de l'Espagne. Le point dans cet élément. Au moins 2 personnes ont été tuées et 7 ont été blessées mercredi dans une attaque au couteau dans un train régional circulant dans le nord de l'Allemagne. L'auteur présumé, un homme de 33 ans, apatride d'origine palestinienne, a été interpellé dans une gare située à une 60aine de kilomètres de Hambourg, après avoir été maîtrisé dans le train par des témoins. Le motif de l'agression n'est pas encore établi selon les forces de l'ordre, qui précisent que toutes les pistes sont étudiées. Une autre attaque à l'arme blanche est survenue à plusieurs milliers de kilomètres de là ce mercredi dans une église du sud de l'Espagne où un sacristain a été tué et un prêtre a été blessé. Une enquête y a été ouverte pour des faits présumés de terrorisme. Plus rien ne s'oppose désormais à l'envoi de chars Léopard sur le front en Ukraine. On vous le disait depuis quelques jours, la pression sur le chancelier allemand Olaf Scholz s'intensifiait. Ce mercredi, à la suite de son ministre de la Défense, le chancelier allemand a officiellement autorisé devant le Bundestag la livraison et l'envoi par son propre pays de ces fameux chars à destination des forces ukrainiennes. Regardez. Après plusieurs semaines d'hésitation, l'Allemagne s'est résolue à autoriser l'envoi et à envoyer elle-même des chars Léopard à l'Ukraine. Sous la pression de ses alliés mais aussi de sa propre coalition, le chancelier Olaf Scholz, jusqu'ici réticent, a annoncé sa décision ce mercredi au Bundestag. Notre objectif est de fournir rapidement 2 bataillons de chars avec nos alliés, a-t-il déclaré. De nombreux pays sont impliqués. Nous allons coordonner tout cela pour que les choses se fassent étape par étape. Nous fournirons la formation, la logistique, les munitions et la maintenance des systèmes. Nous permettrons aux pays partenaires d'être en mesure d'effectuer les livraisons. À Kiev, l'annonce a été accueillie avec soulagement au moment où les stocks de chars commencent à s'amenuiser. Dans un tweet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui insistait pour obtenir ces chars lourds, a chaleureusement remercié Olaf Scholz. Satisfaction également en Pologne, où la pression sur l'Allemagne s'intensifiait ces derniers jours. Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a indiqué qu'un grand pas pour arrêter la Russie avait été fait. Moscou a de son côté cherché à refroidir l'enthousiasme des Occidentaux. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, l'apport que peuvent avoir ces chars est surévalué. Il s'agit d'une grave erreur, affirme-t-il. Nous le répétons, ces chars seront détruits, comme tous les autres. Mais les chars Léopard, jugés plus performants que les chars russes, pourraient donner un avantage à l'Ukraine sur le terrain dans les semaines à venir. Toujours ce mercredi, le président américain Joe Biden a annoncé à la suite du chancelier allemand Olaf Scholz l'envoi de chars lourds à l'Ukraine. Ce sont au total 31 chars Abrams avec tout leur équipement nécessaire que promet le locataire de la Maison-Blanche pour aider l'Ukraine à libérer l'est de son territoire occupé par la Russie. On l'écoute.
fait longtemps que du côté russe, ils s'attendent à ce que tout éclate, mais ce n'est pas vrai. Nous sommes totalement unis. Les forces ukrainiennes font leur maximum pour la défense et aussi envisagent une contre-offensive. Et la stratégie sur le champ de bataille est étudiée de près. Cela décide des manœuvres en terrain ouvert. Cela nécessite une capacité de moyens contre l'agression russe à long terme. Et le secrétaire d'État et les responsables militaires me soutiennent. Nous sommes très impliqués dans les efforts pour soutenir les Ukrainiens dans toutes ces capacités. Et notre soutien est critique et les États-Unis se sont engagés à un chiffre élevé de livraison, y compris de matériel, et ont récemment augmenté leur livraison. Et nous allons envoyer 31 chars Abrams et former un bataillon. Et c'est une étape qui va permettre d'augmenter la capacité des Ukrainiens à se lancer dans des défenses ou des actions stratégiques, parce que ce sont des chars qui nécessitent une complexité d'équipement et d'entretien. Donc nous allons envoyer tout ce qui est nécessaire en même temps, y compris des formations de troupes ukrainiennes, et ceci le plus tôt possible. Livrer ces chars, cependant, va nécessiter un peu de temps, et le temps qui va permettre que les Ukrainiens soient le mieux préparés sur tous les plans. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré recevables hier mercredi les plaintes de l'Ukraine et des Pays-Bas contre la Russie pour des faits survenus en 2014 à l'occasion donc du crash du vol de la Malaysia Airlines au-dessus de l'Ukraine. Les deux pays accusent les forces séparatistes pro-russes d'être à l'origine de l'abattage de l'avion. La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré ce mercredi recevables les plaintes de l'Ukraine et des Pays-Bas contre la Russie. Kiev accuse Moscou d'avoir une responsabilité dans des attaques militaires illégales et des exactions commises dans le conflit avec les séparatistes pro-russes dans le Donbass à partir de mars 2014. Le gouvernement néerlandais a lui saisi la Cour au sujet du vol MH17 de la Malaysia Airlines abattu par un missile le 17 juillet 2014. La tragédie avait fait 298 morts, dont 196 ressortissants néerlandais. En novembre dernier, un tribunal aux Pays-Bas a condamné en leur absence 2 Russes et un Ukrainien à la prison à perpétuité. L'actualité, c'est aussi ce déplacement en France du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, qui a été reçu hier mercredi par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. La situation au Burkina Faso et dans le reste de la sous-région ouest africaine était bien sûr au cœur de leurs échanges. Voilà. Bonne année à tous. D'être là dans le froid. Merci beaucoup. L'homosexualité ne devrait pas être perçue comme un crime, c'est la position qu'affichait clairement hier le chef de l'Église catholique, le pape François, dans un entretien accordé à des journalistes américains. S'il admet selon les normes de la foi catholique qu'il s'agit tout de même d'un péché, il dénonce les lois criminalisant cette pratique sexuelle. Des précisions avec la rédaction d'Euronews. L'homosexualité n'est pas un crime. Déclaration du pape François ce mardi, interrogé par l'agence de presse AP.
Le souverain pontife a condamné les législations criminalisant l'homosexualité, les qualifiant d'injustes, une première pour un chef du Vatican. Mais le pape François a tout de même souligné que l'homosexualité constituait un péché selon l'Église. Admettant que certains évêques à travers le monde soutenaient ces lois au nom du catholicisme, le pape François les a appelés à changer et à reconnaître la dignité de chacun. Mais l'Église reste opposée à la célébration d'unions de personnes de même sexe. En Afrique du Sud, des partisans de l'opposition ont défilé ce mercredi à Johannesburg pour réclamer la fin de la crise énergétique qui sévit dans le pays. Trop c'est trop, scandaient des Sud-Africains qui dénoncent, je cite, l'incompétence du régime de l'ANC. À Johannesburg, plusieurs dizaines de partisans de l'Alliance démocratique, premier parti d'opposition, ont manifesté devant le siège de l'ANC contre les séries de délestages qui handicapent l'économie sud-africaine et le bien-être d'une partie de la population. Trop c'est trop, nous voulons le retour du courant. J'espère qu'ils vont se pencher sur cette affaire, qu'ils vont vraiment se pencher sur cette question, qu'ils repartent cette absurdité. Revenons à la réalité, regardons la réalité en face. Le pays est en train de sombrer. Sous pression pour ses émissions de carbone, l'Afrique du Sud est sommée de se décarboniser. Une enveloppe de 98 milliards de dollars a été approuvée à la COP27 pour accompagner le pays dans sa transition énergétique. En attendant le décaissement de cette somme, l'ESCOM, fortement endetté, n'arrive plus à entretenir ses centrales à charbon et prévoit d'augmenter le prix de l'électricité. Une note d'économie dans ce journal et on part à Lusaka en Zambie où séjournait ce mardi Kristalina Georgieva, la directrice générale du Fonds monétaire international. Lors d'une conférence dans la capitale zambienne, la patronne du FMI a assuré poursuivre les discussions avec les principaux créanciers de la Zambie en vue d'une restructuration de la dette extérieure estimée à 17,3 milliards de dollars. Le bout du tunnel est peut-être proche pour la Zambie. Mardi, la directrice générale du Fonds monétaire international a déclaré qu'un accord visant à restructurer la dette du pays était à portée de main. Kristalina Georgieva a fait cette sortie à l'Institut Confucius de l'Université de Zambie. La patronne du FMI dit avoir abordé le sujet avec la Chine et d'autres créanciers de Lusaka, alors que le pays traîne une ardoise estimée à 17,3 milliards de dollars. Je ne me réveille pas pour me poser la question suivante. Est-ce que le FMI est un méchant qui va dans les pays pour leur enlever leur souveraineté? Parce que c'est votre FMI et nous vous appartenons. Kristalina Georgieva, qui inaugurait le bureau de son institution dans la capitale zambienne, s'est dit impressionnée par la nouvelle gouvernance financière du pays. L'année dernière, le FMI a approuvé un prêt de 1,3 milliard de dollars pour aider la Zambie à rétablir sa stabilité fiscale. Dans quelques semaines, plus exactement à partir du 17 février, s'ouvre à Rio de Janeiro le traditionnel carnaval de Rio. Cette année, l'événement sera l'occasion pour l'une des plus célèbres écoles de danse de samba de faire de la sensibilisation autour des valeurs de liberté et de tolérance. Reportage. Le carnaval est de retour à Rio et les écoles de samba peaufinent leur chorégraphie à quelques semaines du plus grand spectacle de danse à ciel ouvert du Brésil. 6 écoles vont se produire dans les rues de Rio de Janeiro entre le 19 et le 20 février prochain. L'école de samba Salgueiro a décidé de transmettre un message de liberté et d'amour à des dizaines de milliers de spectateurs le soir du défilé. Je pense que le message de Salgueiro cette année parle de toutes ces choses, des gens qui jugent les autres et disent que ce qu'ils font est mal sans même se regarder d'abord. C'est une réflexion pour tout le monde. Délire d'un paradis rouge, c'est le titre de la chanson que l'école de samba Salgueiro interprétera au Sambadrome. Rouge pour symboliser les couleurs de son institution et paradis pour appeler à un monde sans violence, sans oppression et de tolérance.
Notre message porte sur ce que nous vivons quotidiennement malheureusement, sur les préjugés, des gens qui veulent être propriétaires de la vérité et qui ne voient que les défauts des autres. Salguero veut arrêter tout cela le jour du défilé en envoyant ce message au monde entier, pas seulement au Brésil, au monde entier, pour vivre dans un meilleur monde. Liberté, la liberté d'expression, la liberté de vivre, l'égalité, un monde avec plus d'amour, c'est ce que nous demanderons dans les rues. Chaque année, les écoles de samba choisissent un thème pour leur défilé qui va des hommages à des artistes, à des pays, des cultures, aux questions sociales. Cette année, le choix du thème a été alimenté par la situation politique. Le 5 septembre 1972, alors que les sportifs du monde entier sont réunis à Munich en Allemagne de l'Ouest dans le cadre des Jeux olympiques, des terroristes du groupe Septembre Noir prennent en otage la délégation israélienne, faisant au passage 11 morts. 50 ans après le drame, Berlin consent enfin que soient déclassifiées ces archives pour faciliter l'aboutissement des enquêtes menées conjointement avec Israël. Reportage. Cela fait des années que les familles des victimes des JO de Munich réclament la publication de l'ensemble des documents allemands concernant la prise d'otages, mais aussi l'ouverture d'une nouvelle enquête pour comprendre l'échec des autorités allemandes de 1972 à protéger et sauver la délégation israélienne ciblée par le groupe terroriste Septembre Noir. Qui précisément a tiré sur les athlètes et leurs entraîneurs? Quel type de balles ont été utilisées? Après la Bavière en juin dernier, c'est le gouvernement fédéral qui prévoit de déclassifier tous les documents secrets portant sur l'attaque. Toutes les familles sont très heureuses que la dernière demande que nous avions, l'ouverture des archives, soit maintenant satisfaite. C'est la chose la plus importante. Nous le devons aux personnes assassinées et à l'histoire. Autre nouveauté, une commission d'enquête conjointe composée d'historiens allemands et israéliens sera établie. Ils devraient pouvoir accéder librement à des documents jusqu'ici restés secrets. 50 ans après l'attaque, il est temps de révéler la vérité et de savoir ce qui s'est passé là-bas. Nous voulons comprendre avec ce comité d'historiens ce qui s'est passé avant, pendant et après l'attaque. En août dernier, les familles des victimes israéliennes avaient menacé de boycotter les commémorations à Munich. Depuis, l'Allemagne a fait son mea culpa et s'est engagée à leur verser une indemnisation d'un montant de 28 millions d'euros. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce jeudi. Merci de votre attention et restez branchés au programme de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.